Emeric, on commence cette interview donc en toute intimité, à la radio, en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à la maison à réagir. Soyez sans langue de bois avec le hashtag Ricochot, bien entendu. Et Emeric, moi, j'ai envie de commencer à parler de ton parcours. Parce que je te l'ai dit en introduction, ton parcours, je le trouve extrêmement inspirant pour beaucoup de jeunes. Mais pas que. D'ailleurs, je trouve que tu es un véritable exemple. Non, je te dis la vérité. Sinon, je serais pas là. Tu sais qu'on se connaît. On a déjà travaillé ensemble. Moi, j'aimerais savoir si au bout d'1 an et demi, après Secret Story 8 déjà, est-ce que tu as conscience du chemin que tu as parcouru? Conscience, pas vraiment, parce que je suis un éternel insatisfait et c'est ce qui m'a toujours boosté dans ma vie. Je me suis jamais dit, il faut que je m'arrête là. Tu sais, la pire hantise dans ma vie, c'est que moi, déjà, à 16 ans, j'avais créé une société, une assoce, tu vois. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, quand tu auras 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, ça va être un truc de fou. Et ça a toujours, ce qui en fait m'a foutu le stress et la pression, c'est de décevoir. Il n'y a rien de pire que quand les gens disent, tu risques de faire quelques trucs, ça peut marcher pour toi comme un bon joueur de foot. On dit, t'as les qualités, tu finiras au Barça. Ben pour l'instant, tu joues au Kremlin-Bicêtre, mon pauvre. Donc c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est de pas régresser, de continuer à progresser. Et ça m'a toujours foutu ce stress-là. Et moi, j'ai toujours projeté. Donc là, je réalise pas tout à fait, ou en tout cas, je suis pas satisfait, parce que le plus dur c'est de rester. Oui, bien insatisfait, c'est une qualité ça d'ailleurs. Mais beaucoup t'ont critiqué également quand on disait voilà que tu faisais peu de choses, que tu n'enchaînais pas les téléréalités après Secret Story 8. Je pense notamment à Vivian qui t'a pas mal clashé ouvertement à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire c'est est-ce que c'était toi une volonté? Est-ce que tu avais déjà à ce moment précis l'idée de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais déjà un fil conducteur? Moi j'avais mon fil conducteur. Si j'ai choisi de faire Secret Story, c'est parce que franchement mes parents, si tu veux, ils n'avaient pas l'oseille de me payer des écoles à 8-10 000 euros. On est 3 gamins. Aujourd'hui en France, quasiment personne ne peut faire ça. Et moi j'avais peut-être une société qui marchait pas trop mal, mais si j'arrête de bosser, je paye plus le loyer, je paye plus les factures, et mes parents pouvaient pas m'assumer éternellement à la maison. Donc moi je me suis dit, mon chemin, je dois faire Secret, parce que c'est ce qui m'ouvrira les portes de la télé-réalité. Et une fois que j'ai fait ça, moi c'était qu'un tremplin. Et donc je suis parti sur des chaînes du câble que je remercie, Trasport qui m'a fait confiance, Non-Stop People avec toi. Et donc j'ai fait mon parcours. Alors oui, il y avait peut-être 50 000, 100 000, voire 40 000 ou 30 000 téléspectateurs, mais c'était mon chemin que je voulais. Et je voulais pas choisir les autres. Les autres critiquaient, il a fait Secret, s'en est pas mal sorti, il a fait un beau parcours, une notoriété qui est pas trop mal, et maintenant il n'existe plus le gars. Alors ce qui est marrant pour la petite anecdote, et ça j'aimerais bien que tu nous le racontes parce que tout le monde n'est pas au courant de cette anecdote, tu étais au départ, bien avant Secret Story, sur le plateau de Cyril Hanouna, sur Touche pas à mon poste. Tu étais présent dans le public et t'as parlé à Cyril Hanouna, c'est ça? Moi mon rêve c'est pas travailler avec à la télé, j'en avais qu'un, c'était travailler avec Cyril Hanouna. Ouais, c'était mon rêve. Moi à l'époque je vois cet animateur débarquer sur France 4, sa première saison, et je dis à mon père, purée, il y a un animateur qui est là une fois par semaine, il est exceptionnel. Il faut que tu le regardes. Putain, mon père, il regarde, il me dit, mais il est top ce type. Et du coup, j'ai pas loupé, au bout de la 2e, 3e, j'ai pas loupé une émission. J'ai suivi tout son parcours. Je me suis dit, moi, mon rêve, c'est de bosser avec lui. Je veux bosser avec lui. Et tu lui as parlé. Et donc, comment je fais? Je me rends dans le public de Touche pas à mon poste 3 mois avant de faire Secret. Je savais que j'allais faire Secret. C'est incroyable cette histoire. Je vais voir Cyril Hanouna à la fin. Je lui dis, Cyril, je vais faire sûrement une connerie, je peux pas tout expliquer. Bon, il avait pas une demi-heure, hein. Donc je lui dis, voilà, je vais faire un truc et je veux bosser avec toi. Ironie du sort. L'invité ce jour-là, c'est Estelle Denis. Ça, c'est incroyable. C'est quand même fou le destin. Donc c'est elle la présentatrice. Ouais. Donc ta future boss. Ma boss actuelle. Donc voilà. Je lui dis ça et je fais mon parcours tout en pensant à Hanouna, je veux bosser avec lui. Et Cyril me dit entre guillemets, écoute, je vais te surveiller. Et il s'est toujours souvenu de cette conversation-là. Et moi, je suis un fan Zouz à la base, de première heure. Je suis un fan de TPMP, je le dis, je tweetais, j'étais comme un ouf sur l'émission, j'en loupais pas une. Au replay, quand je pouvais pas parce que j'avais merguez à 16h. Mais donc, j'étais à fond sur ça. Et il m'a laissé ma chance et je lui en remercie. Et chaque fois que je vais à Touche pas à mon sport, j'allais dire poste, je m'imprègne, d'Estelle, des chroniqueurs. Mais quand je suis à H2O, quand je suis à D8, j'ai l'impression d'être dans le bon wagon. Celui qui tourne bien, celui où il y a de l'énergie, là où il y a l'avenir de la téloche. Et donc, j'absorbe tout. Et quand je vois Cyril, je suis comme un gamin. Je prends ses phrases, j'écoute ce qu'il dit, j'ai envie d'apprendre un maximum. Et chaque jour que Dieu fait et que je suis à ses côtés, c'est du bonheur. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'ailleurs, Cyril? Ça m'intéresse par rapport à Secret Story, parce que tu as dit juste à l'instant qu'il allait suivre, qu'il avait suivi ton parcours. Est-ce qu'il t'a dit oui, t'as bien fait? Est-ce qu'il t'a dit t'inquiète, je serai toujours là pour toi, je vais essayer de t'ouvrir une fenêtre si je peux pas t'ouvrir une porte dans un premier temps? Comment ça s'est passé? En amont, il m'a pas beaucoup parlé, parce que des gens qui viennent le voir à la sortie de la radio pour lui demander des stages, pour lui demander autre chose, il est harcelé de demandes, donc il a peut-être eu ma demande comme ça. Alors après, elle était peut-être un peu différente, mais il s'en est souvenu. Mais une chose est-il, c'est que tous les jours, les gens lui demandent des trucs à Cyril.
Combien réussissent ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est pour ça qu'il a beaucoup d'affection pour toi? Parce qu'on le voit à chaque fois que tu vas sur le plateau, on sent que Cyril a beaucoup d'affection pour toi et on sent que c'est véritablement réciproque. Mais j'ai l'impression, moi c'est voilà, après je vis pas non plus avec lui H24, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de points communs. On est voilà, on se laisse pas faire, on était un petit peu les élèves du fond de la classe qui se marraient, on n'était jamais méchants, mais j'ai l'impression qu'on était les déconneurs du fond de la classe et que voilà, et ça se sent. On est un peu ces gars-là, nous on est les gars qui faisaient marrer les autres à l'école et qui prenaient les 2 heures de colle derrière, jamais dans la méchanceté. Ouais, tu faisais déjà ton émission radio, toi, au dernier rang. Voilà, et voilà, je faisais mon émission radio dans la classe, j'ai l'impression qu'il était un peu déconnard comme ça, et c'est peut-être ce qui lui a plu, lui, il a pas jugé forcément, Cyril, il juge pas, il aime bien le contact, le vrai, et ton parcours, c'est autre chose après. Et quand on intègre une émission quand même populaire, comme Touche pas à mon sport, est-ce qu'on a des craintes? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu avais l'impression de ne pas te sentir légitime par rapport à, entre guillemets, des vrais journalistes qui étaient en face de toi? Tout le monde, les gens que je croise ici, machin, ils me disent, mais attends, toi, Aymeric, au début, j'ai cru que t'étais un couillon de télé-réalité parce qu'ils la regardent pas forcément. Et l'image générale de la télé-réalité, elle est déplorable. Individuellement, t'en as 2-3 qui sortent du lot. Et ce que je lui disais, moi, quand j'étais dans Secret, vas-y, vous êtes là comme des idiots à rôder, à péter, à faire les cons autour d'une table. Je lui dis, mais pensez aux gens qui sont pas adeptes de la télé-réalité. Ils tombent sur la téloche 1 minute, 2 minutes. Mais eux, c'est ce qui va rester. Donc oui, individuellement, on est garant de sa propre image. Mais l'image générale de la télé-réalité, on en est tous responsables. Et c'est là qui est fou, parce que quand je mets un pied dans la télé-réalité, il y a des couillons qui m'impactent à moi-même. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, moi, l'orientation que j'ai envie de prendre, moi, si j'avais le choix de le faire, après je suis personne, j'apprends, je demande qu'à apprendre, je suis même pas encore abouti. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours et je suis encore dans une phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se termine un jour parce que je commence à être sur des chaînes comme on apprend toute sa vie. Voilà, mais je suis peut-être moi dans une phase d'apprentissage plus importante quand même. Et donc l'idée c'est d'avoir une émission avec Cyril Hanouna. Parce que tu sais que Cyril, il a pas mal d'émissions dans son sac à dos en ce moment. Voilà, au mois de septembre, je sais qu'il y a pas mal de choses et c'est vrai, moi, voilà, je suis dans ce wagon-là. Moi, comme je dis, je me sens Team Hanouna, je me sens avec lui. Est-ce que t'es dans les petits papiers? Est-ce que t'es dans la petite poche d'Hanouna de son costume? Après, il y a pas mal de choses qui se trament à la rentrée, on touche du bois. Moi, en tout cas, je veux rester dans cette trame. Il n'y en a aucun autre animateur qui me fait bander. Je te dis la vérité, ils font des choses peut-être sympas, etc. Mais il n'y a rien qui me fait bander, rien qui me fait machin. Pas pour les dénigrer, ils ont leur style. Moi, je me sens dans ce style-là. Faire de la déconne et du sérieux, c'est ce que j'ai. Et le rêve ultime, est-ce que ce serait pas de travailler justement avec et aux côtés de Cyril Hanouna? Là, je bosse déjà avec parce que des fois, il vient, c'est le producteur. Oui, mais sur la même émission, ce que je veux dire en animation. Ça, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve de gosse. Mais déjà d'avoir cette chance à 24 ans de le côtoyer, qui me coach, qui me dit c'est bien, c'est pas bien, qui me donne en tout cas son avis et qui me guide, c'est déjà un bonheur pour moi. Et chaque chose en son temps. Aujourd'hui, Cyril, c'est un monstre. C'est un monstre. Donc pour être à ses côtés, il faut être un monstre, comme le sont les chroniqueurs TPMP. Je suis désolé, les mecs, ils arrivent sur le plateau tous les soirs, ils font le show. Ils font le show et ils ont un niveau qu'aujourd'hui j'ai peut-être pas encore acquis et j'espère l'acquérir. Et c'est un très beau parcours, très inspirant, je te le répète encore une fois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour toutes les personnes qui suivent la télé-réalité, mais c'est la vérité, tu es quelqu'un de positif, tu es un exemple pour la nouvelle génération. Il y a trop de clash aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont négatives. Les gosses aujourd'hui, les ados, excusez-moi j'ai dit les gosses, mais voilà, je m'adresse aux plus jeunes comme aux plus âgés, par mimétisme refont ce qu'ils voient dans certaines émissions en milieu scolaire, et moi je trouve que ton parcours, voilà, c'est juste chapeau. Et je me permets de teaser pour la P2 ou pas? Ouais, mais juste avant, si on faisait d'abord les réactions #RicoChow. Ah oui, faisons les réactions. Ça réagit, je crois, vous êtes très nombreux. À fond, je crois que les auditeurs tweetent pas beaucoup parce qu'ils sont très absorbés par l'interview d'Aymeric. Ouais, alors faut tweeter maintenant. Oui, non, mais il y a quand même des réactions. Il y a Clarouchka qui dit, il parle bien, il a fond dans ce qu'il dit, la tête sur les épaules, tu gères Rico. Il y a James qui dit, je suis en écoute totale Rico, j'ai du mal à tweeter ce soir. Tu fais partie de c'est le meilleur des compliments. Sébastien Zo. Il y a Loïc Rico qui dit rare un ex-candidat de télé-réalité a un aussi beau parcours que Aymeric. Voilà, il y a Samy B qui dit c'est ton apprentissage qui t'a mené là où tu es. Donc voilà, plein de jolis messages très élogieux, encouragés et qui sont reconnaissants sur ton travail. Merci à Sam qui met ça en valeur, qui pose les bonnes questions et qui fait le guide, vraiment merci. Et je crois que là justement, tu vas rentrer dans un autre dos là. On va parler de quoi? Oui, alors on va parler de ton enfance parce que tu as une enfance également particulière. C'est vrai que je trempe, certains. Non, ouais, c'est vrai. J'avoue, il y a quelques gouttes. Si vous étiez avec nous, il n'y a pas encore les odeurs, donc ça va, ça va pour l'instant. On va parler de ton enfance et on parlera également de ta
vie privée, on va parler de Leïla, ton ex. Et oui, un petit peu quand même, tu vas pouvoir réagir sur ce sujet. Il y a beaucoup de questions, je m'en doute. Vous tweetez comme des fous, c'est là maintenant, vous avez écouté, vous réagissez, on fera un retour avec Sabrina avant la P2. Ouais, on Elle va faire vous un dira point. ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, et elle mettra vos questions de côté, puisque je le rappelle, à la fin de la P2, il y aura 3 minutes qui vous seront consacrées à vous, à vos questions. Donc là, c'est maintenant, vous tweetez, puis la vraie question. Il est où le bonheur de Christophe Maé? On revient, ça va être sérieux là. À mon avis, ça va être chaud. À tout de suite. Sabrina, ça nous intéresse, un petit bilan de ce qui s'est dit pendant la pause musicale. Un petit bilan qui s'est dit, c'est juste trop bon de t'écouter en toute intimité, que nous dit Sèvres. Il y a... Alors, le nom, Ley Emmerich. Oui, c'est parfois compliqué à dire certains noms, hein. C'est vrai. Et voilà, c'est moi qui sac maintenant pour la seconde partie, c'est juste, voilà. Après, on a Cécile qui dit que tu es une vraie belle personne. C'est gentil, donc encore, il y a plein de témoignages super pour toi. gentil, c'est clair. Je pense que voilà, les gens sont heureux de te découvrir. Fais attention à tes chevilles quand même en rentrant. Non. Voilà, et il y a Hello qui dit l'émission Confession est top, on va apprendre plus sur Echo, donc ça c'est génial. J'espère. On repart pour un tour. Il va y avoir, là le menu, j'ai parlé avec Sam, donc là on va parler donc de ton enfance. Qui était Emmerich lorsqu'il était petit? Tiens, moi ça m'intéresse, je sais pas si ça vous intéresse, à la maison, toi Sabrina, ça m'intéresse. Carrément, parce que ça ne connaît pas. Et après on abordera. On abordera un sujet un petit peu plus sensible, mais je pense que c'est important que tu puisses t'exprimer dessus. On parlera de Leïla Ben Et on Khalifa. finira par 3 grosses minutes sur vous, sur l'ensemble de vos questions qui sont mises de côté depuis tout à l'heure avec Sabrina. Donc allez-y, tweetez et on fera entre chaque sujet un point Twitter avec vous. Sam, est-ce qu'on peut se remettre le jingle? Ah oui, Sam, pour le plaisir quand même. Et Sam va entamer là. On l'a dit en première partie, Emmerich, tout te réussit depuis 1 an et demi. Bah si, tout te réussit professionnellement. Mais comment était le jeune Emmerich? J'aimerais que tu nous en parles parce que je crois que tu as eu un parcours scolaire, allez, on va dire chaotique, mais c'est pas, tu m'as compris, c'est pas négatif. Non, alors c'était plus le côté chambreur, le côté j'aimais bien chambrer à l'école, faire le con, déconner, etc. Et c'est vrai que du coup les profs ils aimaient pas ça. J'étais le genre, il y avait interro, compréhension orale en allemand, je prenais la cassette, je la mettais dans les toilettes, il y avait plus d'interro. Mais comment est-ce que t'osais faire ça? Moi j'avais les chocottes, j'avais peur. Moi. Voilà, je mettais 3 punaises sur le fauteuil. C'est horrible. J'allais dans la classe de terminale où on avait mon prof de physique chimie, je rentrais, je balançais des noms d'oiseaux, je faisais des émissions radio, je briefais 5-6 élèves, je dis toi tu fais le canard, toi tu fais le cochon, toi tu fais le crapaud, on faisait les conneries et les profs me détestaient à la fin. Une soirée mousse aussi je crois dans les couloirs de l'école. Ah, c'est vrai, une fois j'étais au 3e étage de l'école qui donnait en fait sur l'entrée principale où tu avais le gardien, la loge, etc. et tous les profs qui passaient. Ouais. Un jour à la cour de récréation, j'ai pris un extincteur. Oh non. Si tu veux, t'avais le torchon pour s'essuyer les mains. Ouais. Et j'avais bloqué en fait la pince de l'extincteur donc ça... sur la rampe. Et ça fait une soirée mousse, mais du tonnerre. Mais alors, Évacuation du lycée et compagnie. Mais on s'est marré. Voilà, mais moi attends. j'étais jamais dans l'agression parce qu'on m'emmerdait. On pouvait s'occuper ensemble. Mais l'idée c'était quand même de faire rire les gens et de se faire marrer. Et c'était mon bonheur, moi, de faire marrer les gens dans la classe. On va se permettre quand même de dire aux auditeurs qui ne reproduisent pas la soirée mousse, les punaises sur le fauteuil du professeur. Lycée, collège de France, donc Ben oui. 10 établissements en 8 ans. Pourquoi? T'étais beaucoup en conseil de discipline, t'étais ce genre d'ado? Ouais, bah du coup tu passes, hein. Ouais. Tu passes quand tu fais des choses comme ça. Elle était convoquée maman, Ouais, souvent. je me rappelle, on a fait un conseil de discipline un jour, ma mère elle me mettait des grands coups de pied. Elle me mettait des grands coups de pied parce que je sortais des saucisses. J'avais le recteur de l'académie qui était en face de moi. Et elle me mettait des grands coups de panard parce que je la rendais dingue. Ça, vraiment. Je vous coupe une minute pour vous dire qu'on est entêté. Ah, merci les chéris. Yes! Bravo, Merci. bravo à tous. Merci à tous. Merci, vous êtes On est incroyables. troisième entêté. 3e sujet le plus parlé en France. Vous êtes des amants. Ça se fête, ça! Vous êtes des amants. Ça se fait. Et en plus sur mes conneries. Sur mes conneries. Exactement. Ouais, sur une soirée mousse. Ça me Mais ça rappelle te- une fois où j'étais en fait privé de kermesse. C'était une fête incroyable et j'étais puni de kermesse parce qu'ils avaient peur de moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un scooter de livreur de pizza. Et Ouais. je suis arrivé au milieu de la cour à mon prof principal et je dis voilà, je vous livre ma 4 fromages, une 4 casse-couilles. Je me suis fait lyncher et j'ai pris une semaine de. Et une semaine après, t'étais dans un autre lycée. Voilà, c'est ça? J'étais à plaisir. Donc voilà. Et ils sont fiers, tes parents, aujourd'hui. Je sais pas s'ils sont fiers. Tu sais,
C'est compliqué, parcours de fou. Moi, je fais Secret, mes parents, ils sont en stress. Donc, je refuse la première saison parce qu'ils veulent pas du tout que je la fasse. En gros, et moi, j'avais la société, donc je dis non. Et la deuxième saison, ils sont au courant 3 heures avant le prime. Ouais. Que je vais faire. Tu n'avais rien dit? Ah non, parce que j'avais discuté avec mes parents. Tu sais, nous, on est des gens discrets, un peu besogneux, on fait notre vie, on essaie de gagner notre vie, s'en sortir, mais on veut pas faire de vagues. Mais tes parents voient bien aujourd'hui que ça fonctionne. Ouais, regarde, bon, t'es à la radio depuis un an. De télé-réalité, les parents ils veulent pas que tu ailles faire ça. Ils veulent pas que pour eux c'est le loft. Ils disent non, tu fais pas le loft. Ouais, normal. Et moi j'étais convaincu que j'avais une issue, mais c'est vrai que le pourcentage de réussite il était peut-être de 1 ou 2% pour faire des trucs derrière. Ah bah bien sûr. Donc quand tes parents, tu mesures le risque, tu dis t'envoies ton fils dans un traquenard. Donc je pouvais comprendre leurs sentiments, mais moi j'étais convaincu que c'était ma voie. Et moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu es devenu auto-entrepreneur. Alors attention pour ceux qui ne le savent pas. À 16 ans. Je veux dire, 16 ans, c'est quand même incroyable. Ça aurait pu être ton secret dans Secret Story. Hein. C'est vrai que j'étais pas terrible à l'école, mais parce que j'étudiais pas, c'est pas parce que j'étais spécialement con. Et un jour, je me dis, putain, il y a Academia sur mon secteur, ils font des cours particuliers à 40 €. Et moi, j'avais envie de faire des cours pour des gens qui avaient pas d'argent. Et donc, j'avais trouvé des cours à 20 €, défiscalisés en fait à 50% pour la petite anecdote. Du coup, ça coûtait 10 balles aux parents. Et ils avaient accès à des cours. Parce que j'avais remarqué que les profs qui voulaient faire de l'université, enfin qui étudiaient pour devenir institut, etc., ils avaient beaucoup de théorie et pas de pratique. Et des fois, il manquait même un peu de pognon. Oui. Donc moi, je récupérais ces étudiants-là, je disais, je vais vous donner un peu de pratique. Ouais. Vous allez venir pour 10 €, ça va vous faire bouffer un McDo, pas grand-chose. Mais au moins, vous allez permettre à des gamins d'avoir des cours particuliers à la maison. Et donc, sur mon secteur, à un moment donné, j'avais 50 étudiants qui bossaient et on a bouffé Academia sur mon secteur. C'était ma première réussite. C'est incroyable ça. Et comment est-ce qu'on fait pour diriger une Academia, société? c'est un grand groupe de cours particuliers. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un esprit comme ça de leadership si tôt, à 16 ans? Non, leadership, après, donc vous allez retenir les rênes. Hein. C'est mon parcours. Moi, tu sais, j'ai grandi en Afrique avec des gens, des entrepreneurs. Ceux qui vont en Afrique, c'est pas forcément là où il y a tout de suite de l'oseille. T'as vécu en Afrique de 11 à 15 ans. Ouais, de 11 à 15 ans, j'étais au Mali. Après, j'ai fait un passage en France et puis j'étais en Mauritanie. Et c'est là même que j'ai grandi, que j'ai pris en maturité. Tu vois, je me souviens d'une fois, j'étais avec des Russes et tout, et je leur dis, on voulait aller boire une bière. Il y avait 2 nanas, un Russe, moi et un Français, un pote à moi. Ouais. Et on fait un truc qu'on n'a pas le droit. Parce que j'habitais en Mauritanie et c'était dangereux. Parce qu'il y avait du terrorisme qui était partout. Partout. On regardait sous tes bagnoles, des copains se faisaient enlever. Ça fait grandir automatiquement. Et donc on va dans le désert. On s'enfonce dans le désert, dans le Sahara, au fin fond de l'Afrique noire. Et on commence à se boire une bière. Tranquille, une bière ou deux. Et là, je te monte et d'un coup, je te vois arriver une bagnole au fond. Ça devait faire 2 heures qu'on était là. Qui arrive pleine balle. Et qui vient, donc nous, on monte dans la voiture et qui nous percute derrière. Ouais. Et j'étais avec les deux Russes, elles criaient comme des dingues, elles criaient, j'ai cru qu'on allait crever dans cette bagnole. Et en fait, c'est vraisemblablement des gens, parce que le pire, c'est que t'as pas des réseaux, c'est que des fois, t'as des gens qui sont en détresse, qui n'ont pas d'argent, qui ont des liens avec les réseaux, qui cherchent à enlever certains expatriés et puis les revendent et les conneries comme ça. Et du coup, on s'en est sorti parce que le Russe, il a fait des trucs de fou. On a fait une cascade, on a fait un demi-tour, on est rentré dans la ville. Mais c'est un film d'action là que t'es en train de nous raconter. Les 2 pneus qui ont décollé parce qu'on est re-rentré dans la ville au premier poste de police et on a été sauvé parce que le mec conduisait hyper bien et on a pris des tampons à l'arrière. Donc inévitablement, quand à un moment donné, tu risques un peu ta vie sur une connerie de notre part. Ouais, bah ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir et ça fait relativiser sur pas mal de choses. Exactement. T'en gardes quand même de bons souvenirs de cette période, parce que de 11 à 15 ans, ça construit un enfant, cette période, généralement. C'est pas ça, l'Afrique c'est le bonheur, c'est la générosité, c'est se lever le matin. Mon premier jour en Afrique, je me lève, j'ai 11 ans, je vais pour, tu sais, t'es un peu déphasé, je vais pour ouvrir un robinet, putain, la flotte elle coule noire. Là, tu te dis, t'ouvres la fenêtre, c'était la saison des pluies, t'avais une femme africaine qui avait une 50aine d'années, qui se douchait avec l'eau de pluie. Et donc là, c'est tu incroyable. comprends que c'est une autre vie. Tu réfléchis autrement. Ah ouais, c'est une autre vie. Tu revois tes priorités. Voilà, et c'est pour ça que moi j'aime tant mon pays qui est la France. C'est un pays exceptionnel. On a la sécurité sociale, on a des embrouilles, des conneries, des lois de conneries, des machins, des petits problèmes des fois. Mais c'est un pays qui est formidable. Et moi j'aime mon pays parce que c'est un pays qui est exceptionnel. Allez voir comment c'est ailleurs. Croyez-moi, en France, c'est discours patriote, hein, écoutez, non, ma foi, ça fait du bien aussi. C'est un pays exceptionnel, moi j'aime mon pays. Voilà. Et bah écoute, c'est tout à ton honneur, Emric. Troisième sujet, on fait un point avant avec Sabrina. Alors, je pense que les twittos sont adorés tes petites histoires de soirée mousse, etc. Ils disent que t'es un ouf, il y a Lucas qui dit que t'es un ouf. Attends, j'avais vu un tweet marrant, il y a Smaël qui dit il était comme moi, c'était un chétan. Oh, j'adore cette expression, mais ça veut dire quoi exactement? J'entends ça partout. Un petit diable. C'est un diable. Voilà, je suis un culte, excusez-moi. Il y a Caroline qui dit que c'était un vrai petit délinquant. Non. Sinon, voilà, par rapport à l'histoire que tu viens de raconter, tout le monde dit que c'est un film.
que c'est abusé ton histoire. Il y a Hello qui dit que c'est, encore une fois, que c'est un film, ton histoire. Voilà, tout le monde est très concentré et très merci, continue. À tes bêtises et à ton exemple. Et je vois que ça bosse les filles parce que ça met les questions de côté. Pour, elles sont actives, hein. Vous êtes super. Non, mais faut pas stresser, ça y est, moi je me suis détendu. J'ai l'impression d'être bourdin ce soir, c'est parfait. Ouais, D'ailleurs, au niveau des tweets, c'est incroyable. On vient de franchir à 21h41 la barre des 1000 tweets. Merci à vous. Waouh, merci c'est top. Fort, merci de tweeter autant, vous êtes exceptionnels. Et pour ça, toi, c'est une première de faire ton. Ah, bah, l'émission en toute intimité à la radio, c'est vrai que c'est différent, la mécanique est différente, c'est pas les mêmes codes, mais bon, ma foi, on essaie de s'attaquer. On attaque le dos un peu chaud. Alors, juste avant d'attaquer le dos, je voudrais juste revenir sur des tweets qui sont importants, qui sont revenus très souvent, où les auditeurs disent que tes parents doivent être très fiers de toi. Mais oui, mais bien sûr. Ils doivent être très fiers de toi. Non, mais ils le disent un peu, mais bon, après, c'est. Ouais, t'assois jamais sur une table à 24 ans pour qu'on. Tu vois, Non, mais voilà. C'est bien de le souligner, merci Sabrina. Exactement. Et merci aux auditeurs et Merci continuez beaucoup. les tweets. Merci C'est quoi le hashtag Ricochot, Voilà. Il y a une séquence qui arrive là dans 3 minutes où on fera tous vos tweets et c'est à toi. Oui, je sais, voilà, je vois. Tu as des gouttes sur ton visage, Emric. Non, je plaisante. J'abuse un petit peu. Écoute, pas bien. voilà, moi, tu le sais, je suis transparent. Tu m'as dit je vais être transparent aussi ce soir. Tu sais qu'on lit beaucoup de choses ces dernières semaines, donc sur ta relation passée notamment avec Leïla. Apparemment, elle aurait porté plainte pour harcèlement, hein, et ça, on va en parler également. Tu ne t'es encore jamais exprimé. Ce soir, ce sont tes premières déclarations, donc dans toute intimité, sur le Ricochot en exclusivité. Mais avant de parler de cette plainte, j'aimerais savoir si c'était vraiment une évidence, Leïla, quand tu l'as rencontrée, quand tu l'as vue pour la première fois sur le Prime de Secret Story. Non, la première fois que je la vois, je sais pas, naturellement, j'ai un sentiment de protection envers elle parce que je sens, c'est mon boulot de sentir les gens, les regards, les attitudes, le non-verbal. Ouais. Et je vois les gens dans cette maison qui sont jaloux d'elle. Parce que c'est vrai que c'est une femme qui est imposante, qui est très jolie, et automatiquement, ça fait peur. Bien sûr. En plus, tu vois qu'elle s'exprime pas trop mal, qu'elle a un petit accent italien, c'est charmeur, ça plaît. Ouais. Et donc, tu as toute la maison qui va se mettre naturellement contre elle. Et donc, j'ai eu ce sentiment-là avec elle, et donc j'ai eu cette volonté de la protéger directement, quoi. Est-ce que tu avais senti tout de suite quand même des points en commun ? Est-ce que tu avais... Aujourd'hui, sans Secret Story, j'aurais jamais croisé Leïla. Parce que Leïla, elle a un monde, oui, elle a 34 ans, j'en ai 24, et on n'aurait jamais pu vraiment se croiser. Elle est plus en Italie, machin. Mais vous aviez quand même les mêmes valeurs sur certains points. L'envie de réussir, l'ambition, le professionnalisme. Après, c'est vrai qu'on a les pros tous les deux, on fait pas n'importe quel choix, etc. Mais c'est vrai que sans Secret, on se serait jamais croisé. Et donc, du coup, c'est un peu l'histoire du prince charmant, de la belle au bois dormant. Et tu te dis, je peux pas tomber amoureux d'une fille comme ça au premier abord parce que. Et pourtant. Voilà. Et pourtant. Est-ce que tu as vu, Emric, de début février, donc l'interview que j'ai faite à Leïla, donc à ton ex-petite amie. Elle était très élogieuse envers toi. Elle parlait vraiment de ton ascension. Elle disait qu'elle était très fière de cette ascension, qu'elle t'avait donné pendant des mois des conseils, voilà, que c'était pas forcément évident tous les jours, mais qu'elle était très fière de ton parcours. Toi, aujourd'hui, elle est sur l'Hebdo Show présenté par Arthur. Elle est également dans Vendredi Tout est permis. Elle va très certainement être sur le débrief encore aux côtés de Christophe Beaugrand. Est-ce que tu es aussi admiratif de son parcours ? Ah non, je suis super fier d'elle. Et moi, c'est une fierté. Et ça faisait peut-être 2 mois et demi qu'on s'était pas parlé, voire 2 mois. Et j'ai envoyé un petit message le lendemain de son émission. Et je lui ai dit, voilà, je suis très fier de toi. Je suis très fier de ton parcours, de ce que tu réalises. Et c'est très très bien. Voilà, malgré quelques différences et divergences qu'on pouvait avoir, sa réussite c'est la mienne. Je suis aussi fier et aussi content que si c'était moi, parce qu'on a galéré tous les deux. On s'est mis dans la nasse, on s'est mis dans une télé-réale, on a pris des risques, on a fait des trucs, et aujourd'hui elle est sur TF1, très très bien pour elle, et je suis très très heureux, je suis son premier supporter, et si elle pouvait avoir le moins possible, je serais mais hyper ravi, c'est clair. Avant de poursuivre et de parler donc de la plainte supposée donc de Leïla pour harcèlement, moi je voulais savoir, j'aimerais que tu me dises la vérité et que tu sois vraiment transparent avec les auditeurs, avec les personnes vraiment qui nous écoutent. Est-ce que vous vous étiez revus au mois de février ? Je l'ai revu. Je l'ai revu et j'ai eu une autre histoire. En tout cas, on a poursuivi notre histoire. Vous avez essayé de continuer votre histoire, voilà. c'est ça de... Voilà, on était ensemble. Vous étiez donc officiellement ensemble. On était ensemble. Voilà, mais je pense que vous vouliez peut-être essayer d'être discret pour vous préserver. Tout ce qui était médiatique et tout, on voulait l'enlever. Mais moi, pourquoi vous préserver ? Voilà, mais je vais te dire sincèrement, aujourd'hui, moi, Leïla, je l'aimerais toujours. Je l'aimerais toujours. Je te dis ça, je suis un peu ému. Encore au moment où on parle. Ouais, moi, Leïla, je l'aime. Pourtant, mi-avril, la presse annonce que Leïla porte plainte contre toi, donc pour harcèlement. C'est quand même une histoire assez rocambolesque. J'aimerais qu'on puisse dénicher un petit peu le vrai du faux.
On raconte qu'elle te trompait, elle aurait prétexté des voyages professionnels à Londres pour voir un autre homme. Elle t'aurait notamment planté donc le jour de la Saint-Valentin et assez régulièrement. Je suis désolé, je vois que ça t'émeut un petit peu. Dis-moi si je vais un petit peu trop loin, vraiment, honnêtement, Emric. Non. Si, je le vois, je vois que ça te touche. Non, mais c'est des trucs que j'ai... Je sais que c'est pas évident. Non, ça me fait chier d'en parler, ça. Je t'ai dit sans filtre et tout, mais c'est vraiment un sujet que j'ai pas envie de... Est-ce que tu penses qu'elle t'aimait à ce moment-là? Je sais pas. Moi, en tout cas, je parle de moi, tu vois, toujours. Je peux pas interpréter à sa place. Moi, c'est une fille que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je l'aimerais toute ma vie. Alors, peut-être de moins en moins fort ou quoi, mais c'est une fille que ouais. Est-ce que tu penses avoir pété un plomb à ce moment précis? Je veux dire, quand t'as l'impression, tu sais, parfois par amour, quand t'as l'impression qu'une personne t'échappe, par amour, t'es capable de tout et n'importe quoi. Moi, je vais être très honnête avec toi. Dans le passé, j'étais extrêmement jaloux. C'était confession intime, hein. Ma vie, j'ai fait des choses horribles par jalousie. Je le dis, aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais, mais parfois, par jalousie et par amour, on peut faire des choses qui dépassent l'entendement. Non. Est-ce que toi, t'as été peut-être un peu trop insistant avec elle? Apparemment, c'est ce qu'elle te reprocherait. On parle de harcèlement dans la presse. Non, mais on parle de harcèlement. Ce sont les rumeurs. Voilà, les oui-dire. Non, il n'y a jamais eu tout ça. Après, voilà, moi, je te dis sincèrement, je l'aimerais toujours. Après, peut-être à 1, 2, 3%, ça s'estompera. Mais elle aura toujours une place dans mon cœur qui sera particulière. Moi, je suis désolé, j'ai peut-être que 24 ans, j'ai pas assez de recul. Mais il n'y a pas d'âge pour aimer. J'ai voyagé. Quand j'allais en Nouvelle-Zélande, je voyais des nanas, elles avaient 40 piges. Elle me disait, ouais, j'ai aimé une fois dans ma vie. Elle me parlait d'une histoire, elle avait 23, 24 ans. Moi, j'ai peur de ne pas aimer. Aujourd'hui, j'arrive pas. T'as peur de ne pas pouvoir aimer une autre femme que Leïla? J'ai peur. Parce que j'arrive pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tes sentiments étaient peut-être trop forts? Parce que j'ai la sensation que c'était elle. Pour toi, c'était la femme de ta vie? Je pense. Et alors, on se sent comment quand on a l'impression de perdre la femme de sa vie? Ah bah, tu te sens pas bien. Tu regardes ton plafond, tu connais toutes les fissures et les écaillements de ton plafond. Tu dis, tiens, il aurait besoin d'un coup de rouleau, celui-là. Et tu sais un petit peu tout. T'es toujours dans le même état psychologique où t'as réussi quand même à faire ton chemin dans ta tête? C'est dur, mais c'est pas grave. C'est comme ça, ça va le faire. Vous avez coupé tout contact ou? Ouais, aujourd'hui, mais ça va le faire, c'est pas grave, c'est comme ça, je m'en remettrai, qu'est-ce que je te dis, frérot? Moi, voilà, comme je dis, elle aura toujours une place dans mon cœur, et peut-être qu'elle est la plus lucide des deux, peut-être que ça peut pas fonctionner entre nous, c'est tout. Simplement, est-ce qu'elle a porté plainte contre toi? Aujourd'hui, moi, j'ai pas honnêtement, Emric. Ça m'a pas été... Est-ce que tu as reçu une plainte, une convocation d'une gendarmerie? Ça m'a pas été signifié, Donc elle n'a pas porté plainte contre toi? En tout cas, ça m'a pas été signifié. C'est quoi? C'est de la déception que tu as aujourd'hui? C'est pour essayer de comprendre. C'est l'impression d'avoir échoué sur un point, sur la femme de ta vie. Donc c'est un truc fort. C'est une nana que j'ai aimé et à qui, tu sais, aujourd'hui les couples ils restent plus ensemble. Mais quand 80% des gens aujourd'hui sont séparés. Donc non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une nana qui marque ta vie, tu fais un enfant avec, et même si t'es plus avec au bout de 10, 15 ans. T'aurais pu avoir un enfant avec Leïla? Moi j'aurais été pour. Voilà, quand t'as fait 10, 15, 20 ans avec une nana, et même si tu te sépares, t'as la fierté d'avoir fait cet enfant-là avec cette fille. Et quand il y a adultère, est-ce que pour toi on peut continuer d'aimer une personne malgré tout? Pas parler d'elle, moi je te dis, je parle de moi, j'en suis pas sûr. Oui, mais malheureusement non, mais elle est quand même étroitement liée à toi encore aujourd'hui. Moi je te dis, je peux pas te l'affirmer, je peux pas te le confirmer. Mais est-ce que c'est ça qui a eu raison de votre couple? Non, ce qui a eu raison de notre couple, c'est qu'il y a des shakos, c'est tout. Il y a des shakos, parce que Leïla, c'est une fille qui a une image de marque, qui est puissante de plus en plus et qui cartonne, et que moi, à 24 ans, je puisse avoir une influence de petits copains, hein, pas plus. Hein. Moi, ça devait déranger ça. C'est tout. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas pour ton honnêteté. Je sais que c'est pas évident. On se met la pause musicale. De parler tout ça. Ouais, parce que je vois que t'en as besoin. Allez, je m'en fous, Ritza. Juste réagir. On réagit juste après. Je m'en fous, Ritza.